Le gouvernement persiste et signe dans son intention de construire l'autoroute, comme l'indique un communiqué publié hier en réponse à la demande commune de 109 OSC appelant à l'arrêt immédiat du projet. Selon ce communiqué, le gouvernement estime que la construction de l'autoroute contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ce matin, les habitants d'Ivat ont manifesté contre la démolition de leur maison prévue dans le cadre du projet présidentiel Lac Arrive. Les autorités ont ordonné la destruction des habitants situés à proximité du rond-point Bani pour élargir la route à 4 voies, arguant qu'elles sont illégales, ce que les habitants ont démenti. De l'actualité internationale, les 27 pays de l'UE et Volodymyr Zelensky se retrouvent jeudi pour un sommet extraordinaire sur l'Ukraine, destiné à rassurer ce pays et à muscler la défense européenne après l'altercation spectaculaire entre Donald Trump et le président ukrainien. Le gouvernement a maintenu sa position dans un communiqué hier, réaffirmant son intention de poursuivre la construction de l'autoroute reliant Tomasne à Tel-Najiv, malgré la demande commune de 109 organisations de la société civile appelant à l'arrêt immédiat de ces travaux. Selon ce communiqué, plusieurs consultations auraient eu lieu, permettant ainsi de lancer la construction des 80 premiers kilomètres qui devraient être achevés d'ici décembre 2025. Toutefois, certaines affirmations dans ce communiqué ont suscité la surprise, notamment celle selon laquelle l'autoroute contribuerait à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. De plus, l'annonce que la société Suncred se prépare déjà à indemniser les populations affectées a étonné, confirmant ainsi qu'il n'y a jamais eu de consultation préalable et que les travaux ont été engagés sans délai. Lorsqu'un projet d'une telle envergure est lancé, une consultation publique avec la population concernée doit impérativement être organisée avant le démarrage des travaux. Conformément à la législation en vigueur, un décret doit être publié pour valider cette démarche. L'article 33 de la loi 2020-002 précise que les projets majeurs susceptibles d'affecter des zones sensibles doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental, incluant notamment les projets impliquant des déplacements de population, des remblayages, des assèchements de points d'eau ou de stockage de produits dangereux. Le décret Messier vient renforcer cette exigence en stipulant que plusieurs étapes doivent être suivies avant l'obtention d'un permis environnemental, dont une étude d'impact social. Cette étude préalable doit être réalisée avant le lancement du projet et plusieurs éléments tels que les impacts sociaux, fonciers et techniques doivent être pris en compte. Une fois ces étapes franchies, les documents contenant toutes les informations nécessaires sont soumis à l'ONE un mois avant le début des travaux. Cependant, il est déjà évident, ne serait-ce que sur le plan social, que les procédures légales n'ont pas été respectées. Les agriculteurs touchés par le projet n'ont pas été indemnisés, la situation sociale de ces populations a été altérée et leurs droits n'ont pas été pris en compte. Face à ces manquements, les organisations de la société civile ont exigé l'arrêt du projet et l'ouverture d'un dialogue pour résoudre ces questions. Dans notre demande, nous ne nous opposons en aucun cas à la réalisation de ce projet. Notre premier objectif est la suspension des travaux afin de pouvoir engager des discussions. Deuxièmement, nous demandons des échanges pour clarifier le tracé, car celui-ci a évolué au fil du projet. Troisièmement, nous exigeons la mise en place d'une politique de travaux visant à préserver l'environnement et le patrimoine. Enfin, nous demandons l'indemnisation préalable des personnes dont les biens seront touchés. En attendant, les travaux doivent se poursuivre, a déclaré le gouvernement dans son communiqué. Ce dernier persiste dans la réalisation de ce projet, ce qui, selon les observateurs, risque d'aggraver les difficultés et la pauvreté des Malgaches. Le FMI, qui exige que Madagascar respecte ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme et de protection de l'environnement, acceptera-t-il une telle situation ? Tolérera-t-il que son financement soit utilisé pour un projet qui appauvrit encore davantage la population ? C'est pourquoi les organisations de la société civile ont alerté le FMI, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et l'ensemble des bailleurs de fonds sur l'ampleur des dégâts liés à ce projet d'autoroute, comme l'indiquent les lettres qu'elles ont adressées hier au président de la République.
Dans ce contexte, ces organisations rappellent également les articles de loi et les décrets qui n'ont pas été respectés. Par exemple, l'article 33 de la loi 2019-001 du 10 mai 2019 et le premier alinéa du décret 2025-080 du 28 janvier 2025 qui stipule que les études d'impact doivent être réalisées avant toute opération de construction de route et rendues publiques. Or, à ce jour, ces rapports requis n'ont toujours pas été communiqués au public. Ce matin, les habitants d'Ivatu, touchés par le projet présidentiel là qui arrive, ont manifesté pendant la pluie pour s'opposer à la démolition de leur maison. Les autorités prévoient de raser les habitations situées à environ 20 mètres de la chaussée au niveau du rond-point Bani d'Ivatu dans le cadre de l'élargissement de la route à 4 voies. En janvier dernier, les habitants concernés ont reçu une lettre du ministère responsable leur indiquant que leur construction était considérée comme illégale et devrait être démolie dans un délai de 30 jours. Cette décision, prise sans consultation ni négociation préalable, a suscité l'indignation des résidents qui affirment posséder les documents légaux justifiant la régularité de leurs infrastructures construites depuis des années et validées par la commune. Tena matsiaro tena tompo tanàna satria indray mandrenina sy izay rehetra eo efa 20 taona mahery daholo teo amin'io toerana io. Il s'agit de terrain public, mais nous avons déjà entrepris des démarches, et certains d'entre nous ont obtenu des cartes foncières ainsi que des documents officiels de la commune. Les documents fournis par la commune n'ont-ils plus de valeur lorsqu'ils sont soumis à des instances supérieures? Le président a déclaré que si l'on occupe des terrains publics pendant 5 ans, on peut en disposer. Or, nous utilisons ces terres depuis plus de 20 ans. Aucun dialogue n'a eu lieu avec nous. S'ils nous avaient consultés, nous aurions pu leur proposer d'autres solutions pour réaliser leur projet tout en préservant nos terres. Inona no atao anareo fa olain'ny fanjakana ny tany nandrenanareo trano dia afaka miresaka tsara zanaka sy ray aman-dreny fa zay tsy mahatsiaro manana ray aman-dreny amin'izao. Environ 300 maisons sont menacées par cette démolition que les autorités prévoient de réaliser dans les 3 prochains jours. Des milliers de familles et de nombreuses infrastructures sont concernées. Selon les habitants, la plupart de leurs constructions ont été financées par des prêts bancaires. Ils redoutent que la démolition aggrave leur situation économique et les plonge encore davantage dans la pauvreté. Ils ont appelé à la considération des autorités. Où ces personnes vont-elles vivre? Elles sont si nombreuses. Nous vous supplions, Monsieur le Président, de bien vouloir reconsidérer le tracé. Ces terres abritent les foyers de nombreuses familles qui se retrouveront sans rien. Nous avons contracté des dettes bancaires pour pouvoir construire nos commerces ici. Nous menons des activités modestes, mais essentielles, pour venir en aide à nos compatriotes les plus démunis. Selon les habitants, le prétendu développement initié par les dirigeants ne fait qu'aggraver leur pauvreté. Ils dénoncent un projet de prestige qui détruit des habitations construites au fil des ans, tout en mettant en doute les propos d'Andradville qui affirme ne pas détruire mais construire. Cet incident met en évidence un manque flagrant de préparation de la part des dirigeants qui se reposent davantage sur leurs émotions et le spectacle que sur une planification rigoureuse. Des dirigeants compétents auraient en effet procédé à un examen préalable des impacts d'un projet d'une telle envergure. La question cruciale reste celle de l'indemnisation des habitants, leur permettant ainsi d'exercer leurs droits. Le gouvernement dispose-t-il des fonds nécessaires ou doit-il recourir aux ressources du FMI dans l'objectif de réduire la pauvreté plutôt que de l'aggraver? L'absence de sanctions visibles à l'encontre des personnes impliquées dans des affaires de corruption a été déplorée par le président de l'Alliance Foargas. La corruption, le trafic de ressources nationales et la circulation libre de stupéfiants persistent. La saisie récente de 16 kg de cocaïne à Nospe ayant conduit à l'incarcération provisoire de 10 personnes en est un exemple frappant. Malgré la mise en place de stratégies de lutte et de lois punitives, les véritables responsables restent impunis. Ce sont les petits trafiquants qui sont arrêtés, tandis que les véritables commanditaires échappent au contrôle. Les dirigeants restent inchangés et les citoyens agissent à leur guise. Dans ces conditions,
Comment espérer un réel changement avec la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, écrite mais jamais appliquée? Si nous apprenons à gérer nos ressources de manière efficace et durable, et que des sanctions strictes sont effectivement appliquées, la corruption disparaîtra en moins de 3 ans. De nombreuses affaires sont portées devant le pôle anticorruption, mais elles aboutissent souvent à l'annulation des jugements lorsqu'elles atteignent les juridictions supérieures. Et il n'y a plus de suite. Le président de l'AVG a insisté sur le fait que la corruption ne disparaîtra pas tant que la loi ne sera pas pleinement appliquée. Nous demandons et militons pour que ces affaires soient poursuivies sans distinction jusqu'à leur dénouement final. Récemment, des changements ont été observés, avec l'arrestation de députés, de colonels et de gendarmes, et il est impératif de poursuivre dans cette direction. La Haute Cour de justice reste inactive à Madagascar, aucun procès n'ayant été engagé, car les politiciens et détenteurs du pouvoir se protègent mutuellement. La corruption est l'une des causes de la pauvreté du pays. Par conséquent, son éradication exige non seulement l'application stricte des lois et des sanctions sévères, mais aussi un engagement exemplaire de la part des responsables publics investis de pouvoir. Madagascar dispose de nombreuses lois, mais leur application reste défaillante, a déploré l'Ordre des avocats. Cette situation concerne également les textes régissant la profession d'avocat qui ne sont pas pleinement appliqués. Un constat qui illustre plus largement les difficultés liées à l'exécution des lois dans le pays. Nous disposons de lois avant-gardistes, par rapport à celles en vigueur à l'étranger, mais celles-ci ne sont pas appliquées après leur adoption par le Parlement. C'est un point qui a été abordé aujourd'hui, il est impératif de mettre en œuvre les lois existantes. Les avocats sont peu nombreux et en nombre insuffisant à Madagascar, au point que certains tribunaux ne comptent aucun représentant du barreau. Pourtant, leur présence est essentielle au regard du volume des affaires judiciaires. L'Ordre des avocats, soucieux de maintenir l'exigence et la rigueur de la profession, rappelle que seuls des professionnels qualifiés doivent l'exercer devant les tribunaux. Il encourage également la population à solliciter un avocat en cas de procédure judiciaire. Le taux de recours aux avocats reste faible à Madagascar, selon les explications. La justice a déjà sanctionné des individus se faisant passer pour des avocats, certains ayant même été provisoirement incarcérés. Nous continuons à nous battre pour mettre fin à cette pratique, car il est inacceptable que des personnes sans formation se prétendent avocats. En tant qu'avocat, nous devons étudier pendant 8 ans après le baccalauréat pour exercer cette profession. Ces usurpateurs n'ont même pas étudié la loi pendant 1 an et ne sont pas régis par les textes qui nous encadrent. Lorsqu'ils escroquent les gens, aucune règle ne les régit. Nous tenons donc à alerter la population malgache à ce sujet. Un colloque international dédié à l'amélioration de la profession d'avocat à Madagascar s'est tenu aujourd'hui en partenariat avec des avocats étrangers. Parmi les sujets abordés, une attention particulière a été accordée à la réforme de la loi encadrant la profession, jugée obsolète et nécessitant une mise à jour. Les 6 hommes qui ont défendu leur terre à Nosmitiu ont été innocentés aujourd'hui par le tribunal en raison de doutes sur leur culpabilité. Pour rappel, ils étaient initialement accusés d'avoir propagé des informations mensongères. La majorité des jeunes n'est plus motivée à poursuivre leurs études supérieures dans le pays. Selon les données de l'OIT de 2022, 70% des chômeurs à Madagascar sont des jeunes âgés de 18 à 30 ans. Beaucoup de jeunes diplômés se retrouvent ainsi au chômage ou contraints d'accepter des emplois précaires. Par ailleurs, la qualité de l'enseignement supérieur se détériore chaque année. Grèves successives, manque d'infrastructures et interruptions de cours rythment le quotidien des étudiants.
Ces difficultés, conjuguées à la sécurité de l'avenir, poussent de plus en plus d'étudiants à chercher des opportunités à l'étranger. La valeur de l'éducation dans le pays a considérablement diminué par rapport au passé, et le classement des universités a fortement chuté. Aujourd'hui, les diplômes étrangers sont indispensables pour poursuivre une carrière à l'international. Il ne s'agit pas d'une fuite des cerveaux, mais plutôt d'une quête de meilleures opportunités, car la situation actuelle de l'éducation dans le pays offre peu de perspectives d'avenir. Les démarches pour étudier à l'étranger sont complexes et peuvent s'avérer coûteuses sans l'obtention d'une bourse. Toutefois, avec de la persévérance et de la patience, il est tout à fait possible d'y parvenir, selon les explications. Étudier à l'étranger demande de la patience et de la persévérance, car les démarches sont longues et nécessitent de nombreux documents. Il est essentiel de ne pas se décourager rapidement et d'aimer faire des recherches. Par ailleurs, il ne suffit pas de se contenter des notes obtenues à l'école, il est important de développer ses compétences, d'apprendre l'anglais, de s'engager dans une association et d'assumer des responsabilités pour renforcer son profil. La 15e édition du Salon des études supérieures s'est tenue hier et aujourd'hui à l'Arbi. Cet événement, organisé pour accompagner les étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger, a suscité une forte participation selon les organisateurs.